BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. BFM Business, le grand journal de New York continue. Nous sommes toujours dans les studios du Nasdaq à Times Square avec cette fois-ci notre invité. On va parler de levée de fonds avec Luc Hardy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Sagax. Bonjour, merci à vous. Alors, la majorité des tours de table se font avec l'aide d'intermédiaires spécialisés. C'est votre métier, Luc Hardy. Vous conseillez à la levée de fonds depuis 1986 dans le domaine des technologies. Alors concrètement, vous permettez d'enfoncer des portes, de trouver des interlocuteurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors peut-être une correction, autant la levée de fonds se fait donc, dans le monde, là on parle de levée de fonds dans le monde du venture capital, oui. Essentiellement pour des start-up et non pas d'énormes levées de fonds de 50-100 millions, plutôt disons entre 0 et 20 millions. Autant en France, c'est assez organisé, ça passe souvent par des intermédiaires, peut-être pour la moitié, les 2/3 des deals de venture capital. Autant aux États-Unis, les intermédiaires un peu plus formels comme moi-même sont plus l'exception, peut-être dans 10-20% des cas. Le reste étant fait par introduction, par des amis avocats, comptables, ex-entrepreneurs. C'est notre tropisme français, ça. Voilà. Encore. Voilà. Et donc oui, vous permettez de pousser les portes, comment on pourrait dire, de vous apporter votre carnet d'adresse. Je crois qu'il y a plusieurs choses dans la notion de conseil à la levée de fonds. Il y a effectivement, c'est 28 ans que je suis aux États-Unis, 24 ans que je suis dans ce métier, donc j'ai un Rolodex de fait qui est assez important, que ce soit avec des Michael Moritz de Sequoia ou avec des fonds de venture plus modestes. Ici, voilà. Notamment dans les nouvelles techno. Voilà, donc une fonction effectivement de très vite pouvoir accéder à des fonds auxquels les entrepreneurs ne pourraient pas accéder autrement. Aussi une fonction de préparation à l'exercice de lever des fonds, au process, combien de fonds on va voir, lesquels, dans quelle zone géographique, combien on va lever, de quelle façon, en combien de tranches. Vous êtes là presque un coach d'une certaine manière. Oui, voilà, j'allais dire aussi une fonction un peu, en disant ça tout à fait respectueusement pour les entrepreneurs, un peu une fonction psycho d'aider dans des moments qui sont quand même difficiles, où les sociétés n'ont pas d'argent, plus d'argent, sont souvent un peu à sec, même si elles essaient de le prévoir à l'avance. Donc il faut rassurer et donner confiance qu'on va trouver de l'argent. Et effectivement, j'essaye de travailler avec des sociétés pour lesquelles je suis quasi sûr de pouvoir trouver de l'argent. Alors justement, le marché se porte plutôt bien. Alors le marché, oui, on peut dire aujourd'hui, que ce soit en Europe, en France, marché sur lequel je travaille un petit peu, et aux États-Unis se porte plutôt bien, voire très bien en ce moment. L'avantage est dans la main de l'entrepreneur aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire l'avantage? C'est lui qui ça veut dire que choisit. D'une part, souvent, il a. On parle bien sûr de sociétés qui ont des projets intéressants. J'enlève un petit peu les touristes, on va dire. Mais pour ceux qui ont des projets intéressants, ils ont souvent la main, le choix entre différents fonds de venture, donc des valorisations qui sont reflétées par cette compétition entre fonds de venture capital, des valorisations plus hautes. Aujourd'hui, on est sans doute pour la même chose, à des valorisations sans doute du double de ce qu'il y avait il y a 2-3 ans pour la même chose. Et puis aussi des termes, parce que la valorisation d'une société est une chose. Je vais lever 3 millions de dollars pour une valorisation de 7 millions de dollars de ma société. C'est une chose. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans une levée de fonds. Donc comment est traité le fondateur, qui va être au conseil d'administration. Et aujourd'hui, on voit des termes favorables, même on voit des actions à droit de vote double pour des fondateurs aujourd'hui, ce qui était totalement irréaliste il y a quelques années. Beaucoup de nos invités qui se sont succédés dans ce grand journal nous disent, et notamment dans les nouvelles techno, on est aujourd'hui installé à New York parce que depuis quelques années, c'est assez nouveau, mais depuis 2-3 ans, depuis la crise, grosso modo, l'argent est de retour à New York. Et c'est ici que d'une certaine manière, peut-être que les projets naissent, en tout cas les idées viennent de la Silicon Valley, mais l'argent est à New York. Est-ce que c'est également l'une de vos observations, Luc Hardy? Oui, tout à fait. Plusieurs raisons pour ça. Même si globalement le venture capital à New York représente que peut-être un quart, un cinquième de
que cela représente en Californie, dans la Silicon Valley. Vu que la croissance dans le domaine technologie est venue essentiellement de Internet, le web, médias digital, etc. Donc très centré sur New York. Donc relativement, même si la Silicon Valley a bien avancé ces dernières années, relativement New York s'est encore plus développé. Pourquoi? Parce que c'est plus simple ici? Parce que à l'origine, les médias, la créativité est basée à New York. Les grandes agences de publicité, le advertising, publicité basée à New York. Donc cela a vraiment attiré tout un écosystème de sociétés dans le domaine de la publicité en ligne, la publicité mobile sur New York. Dans le cas de nos concitoyens français, New York est beaucoup plus facile à gérer pour des sociétés qui ont un pied en France, même si on est ici à New York à 3 heures de la Californie. C'est 3 heures qui sont une différence énorme quand vous devez correspondre avec votre équipe de recherche ou de développement à Paris, d'où le fait que... Mais ça, j'ai envie de dire que ça a toujours été le cas malgré tout. Comment quand même on explique le fait que... Alors peut-être que c'est une mauvaise idée qui nous a été propagée, mais c'est le fait que New York soit à ce point-là redevenu le centre. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'argent d'un coup à New York là que... Oui, déjà indépendamment du micro-monde dans lequel on est, New York, il suffit de regarder les prix de l'immobilier à travers vos merveilleuses fenêtres ici, ça vibre, ça bouge. Sur tout Times Square, pour ceux qui connaissent New York, c'est une vue assez magique. New York vibre et est reparti depuis des années maintenant, et ça se répercute dans cet écosystème. Il y a plus de business angels, des entrepreneurs qui ont réussi, des double clics qui ont été vendus, qui ont maintenant créé des guilds, beaucoup d'e-commerce ici à New York. Vous avez interviewé Totsi l'autre jour, une entreprise que vous aviez aidé, dans laquelle je suis actionnaire, une des sociétés que j'ai aidé à financer ici à New York. Donc c'est un ensemble de choses. Les fonds de venture capital, certains comme USV, Union Square Venture, qui était un des pionniers il y a quelques années ici à New York, ont été rejoints par des Accel en Californie, Londres, qui sont dans Facebook, qui ont ouvert maintenant un bureau à New York. Donc voilà, l'écosystème se construit, se développe et New York est très bien placé pour ça par rapport par exemple à des villes comme Boston qui restent encore très... Mais la traite sur la pharmacie, Boston, il y a encore beaucoup de venture capital. De bio, de pharmacie, tout à fait, c'est encore le double de ce qu'est New York en termes de venture capital, mais dans les domaines dont on parle, qui font la une de la presse parce que plus excitant et plus utilisé par nous tous, c'est vraiment à New York que ça se passe. Eh ben, vous restez avec nous, Lucardi, on va s'interrompre vraiment quelques secondes et on va essayer d'aller voir la qualité des dossiers, parce que justement, on parle de beaucoup d'argent, mais on parle aussi peut-être d'un petit peu de bulles et de gens qui payent peut-être très cher pour des choses qui sont peut-être pas toujours très sérieuses, mais on va vérifier tout cela avec vous dans un instant. C'est toujours le Grand Journal, ici en direct de New York. BFM Business, le Grand Journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Le Grand Journal de New York, nous sommes toujours avec Lucardi, président de Sagax, vous conseillez à la levée de fonds. On parlait en première partie donc de votre activité. On a bien vu que l'argent est de retour. Alors qu'en est-il de la qualité des deals? On parlait encore hier de 70 milliards par exemple de dollars pour Facebook. Valorisation folle en Internet. Est-ce qu'on se dirige vers une bulle? Oui, alors je crois qu'il faut prendre un peu de recul par rapport au terme de bulle. Je fais partie des gens qui sont un peu sceptiques sur, non pas sur les valorisations, mais sur le fait que nous serions dans une bulle. On n'est pas du tout dans un scénario à la mars 2001. Même si le Nasdaq a retrouvé ces niveaux-là. Oui, c'est vrai que c'est ce qui rappelle le symbole. Oui, mais on parlait en 2006, on parlait de bulle quand Google a racheté YouTube pour 1,6 milliard ou quelque chose comme ça. Tous les quelques années, on parle un petit peu de bulle quand ça redémarre, quand il y a des grosses opérations, des grosses valorisations comme Facebook. Bon, est-ce que Facebook vaut aujourd'hui 70 milliards ou non? On verra quand ils voudront devenir publics. Ce qui n'est pas le cas puisqu'aujourd'hui ils veulent rester privés. Donc grosse différence par rapport aux 300 IPO qu'on avait en 99 où tout le monde voulait aller vite faire de l'argent sur les marchés publics. C'est vrai qu'on voit un retour des IPO, mais finalement pas tant que ça non plus. Dans la technologie, une vingtaine d'IPO l'année dernière et puis une douzaine dans ce premier trimestre. Donc ça reste le modèle et ce sont aujourd'hui des sociétés
qui ont des vrais revenus, qui ont du vrai trafic, qui sont profitables ou qui vont l'être prochainement, en tout cas qui peuvent le démontrer. Et c'est vrai également de la plupart des startups que l'on voit qui sont financées par des fonds de venture capital, même si les prix montent pour des raisons d'offres et de demande, de plus en plus de business angels, des fonds qui cherchent des deals. Mais structurellement, nous avons des sociétés qui opèrent sur Internet, sur le web, le e-commerce ça marche. Voilà, on a une plateforme géante sur laquelle on peut créer des projets. Ça fonctionne, on n'est pas... Donc du coup, la qualité des produits qui viennent à vous, les chefs d'entreprise qui viennent vous voir, est plutôt sérieuse. Sont plutôt sérieux. Il n'y a pas juste j'ai une idée, ça marche en ce moment. Il y a toujours un petit peu on a 10% de tourisme au lieu de 60% de tourisme, on va dire. Mais on n'a pas 3 sociétés de pet food qui essaient de vous vendre le fait qu'ils vont aller faire expédier des croquettes pour chiens par FedEx d'une côte à l'autre des États-Unis comme il y avait il y a 10 ans. Donc des projets vraiment sérieux, bien pensés, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des succès. Je vois beaucoup de sociétés qui viennent me voir, j'en vois une tout à l'heure là sur Times Square, société française qui vient me voir, bon, ils ont quelques centaines de milliers de visiteurs. Aujourd'hui c'est facile, relativement facile d'avoir quelques centaines de milliers de visiteurs. Il y a 10 ans ça aurait été extraordinaire, aujourd'hui c'est très facile. Donc c'est pas pour ça que ce seront... Est-ce que ça va justement un peu changer le fait qu'aujourd'hui on a malgré tout cet indicateur très rapide du nombre de connexions, des gens qui s'intéressent à son site, qui fait qu'assez vite, même un novice peut vérifier s'il y a en tout cas du trafic, du business. Est-ce que ça a changé les choses, Luc Hardy, par rapport à il y a 10 ans? On peut facilement avoir généré du trafic sur son site aujourd'hui à partir du moment où on a un service, une offre intéressante et qui a une valeur pour l'internaute. Ça ne veut pas forcément dire monétisation évidente et génération de revenus évidente. Oui, il y a de la publicité, oui, on peut faire des modèles payants, freemium, où partie est gratuite, partie est payante, mais c'est là où en général le bas blesse, où la démonstration n'est pas facile pour ces entrepreneurs qui vous disent j'ai 1 million de visiteurs, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est là où il faut trier et miser sur ceux qui mais donc des dossiers sérieux, mais est-ce qu'à l'inverse, parce que tout à l'heure on disait qu'il y avait une bataille de certains fonds qui voulaient financer, est-ce que là, parce que ça avait été aussi l'autre problème de la crise à l'époque, des fonds qui sortaient des millions sans même regarder les dossiers, est-ce que là en revanche, on a eu des enseignements, pris des enseignements à cette époque, et donc aussi on regarde les dossiers, on demande un vrai business plan, est-ce que c'est plus sérieux à votre avis des deux côtés? Oui, tout à fait. Les fonds de venture eux-mêmes sont maintenant des gens qui ont eux-mêmes vécu la première bulle et puis différents cycles, sont eux-mêmes d'anciens entrepreneurs très souvent, surtout aux États-Unis, peut-être un peu contrairement à la France, où souvent on a plus des financiers que des vrais entrepreneurs. Donc ce sont des gens qui sont vraiment capables d'évaluer quelque chose. Mais on a toujours eu le coup de foudre pour l'entrepreneur, même si on n'est pas tout à fait sûr de ce que son modèle va être. On voit qu'il est génial, qu'il va être capable de s'entourer d'une équipe fabuleuse et qu'il arrivera toujours à développer un projet intéressant et donc bien valorisé. Eh ben merci. Oui. Merci d'être venu nous voir dans ce grand journal. C'était Luc Hardy, le patron de Sagax. C'est le grand journal, ici en direct de New York.